échanges entre les Arabes de l'Afrique au cours du Moyen-Âge. Les Européens commencèrent à s'intéresser à cette région très tardivement, et ce sont les Britanniques qui furent les premiers Européens à s'installer dans la région, et plus précisément à Aden, Yémen du Sud, en janvier 1839, près de Djibouti. Pour faire face à la présence anglaise à Aden, la France s'installe dès 1862 sur les côtes djiboutiennes. C'est ainsi que commença la présence française à Djibouti. En 1896, les Françaises en firent une nouvelle colonie qu'ils nommeront la côte française de Somalie et de Vendange. Très vite, Djibouti se transforma en un port de mer important dans toute la région. Et la construction d'un chemin de fer de 783 km de Djibouti à Addis Abeba, en Éthiopie, terminé en 1917, accéléra son développement. Je vais passer rapidement à la situation, comme on n'a pas assez de temps, passer rapidement à la situation actuelle du pays. Et pour rappeler qu'à Djibouti, le 22 février 2013, il y a eu dernièrement une élection législative. Cette élection législative amène une vague de protestations, crise politique. D'ailleurs, le résultat de l'élection a été faussé par le régime en place, et c'est vu un hold-up du pouvoir en place qui a été vraiment détourné des résultats de l'élection. Le régime a organisé des élections législatives qui se sont caractérisées par d'immenses fraudes pour couvrir sa dictature féroce d'un vernis démocratique. Donc, après ces élections, Djibouti, et depuis ce temps-là, connaît des troubles sans précédent. C'est-à-dire, la population se soulevait et continue à se soulever tous les jours, et particulièrement tous les vendredis, comme on l'avait connu dans le printemps des pays arabes. Les vendredis, c'est une journée de contestation à Djibouti. La population elle-même a décrété que la journée du vendredi, juste après la prière du vendredi, est une après-midi de contestation. Et dans chaque quartier, tout le monde manifeste, agisse des banderoles, en esclandant: nous voulons la justice, nous voulons la vérité, nous voulons la justice, nous voulons avoir les résultats de notre élection. Nous avons voté pour l'USN et nous voulons que notre vote soit reconnu par le pouvoir en place. Et depuis ce temps-là, c'est des arrestations arbitraires. Des arrestations arbitraires qui n'épargnent personne, en commençant par les leaders des partis politiques, les leaders de la société civile. On n'en parlait pas beaucoup malgré ça. On en parle que les leaders des partis de formation politique, mais d'autres gens, les forces vives de la nation, ce que j'appelle moi je suis un syndicaliste, c'est pas depuis une quinzaine d'années ici en France, et j'étais forcé en exil ici lorsque les syndicats à Djibouti ont été démantelés. Les syndicats à Djibouti ont été démantelés, les dirigeants syndicaux ont été emprisonnés ou forcés à l'exil, et le gouvernement a fait des organisations clones, ce qu'on appelle des organisations clones, qu'il a même donné les noms des organisations que nous avons dirigées. Et ce dossier-là est toujours dans la main du Bureau international du travail, qui, malgré ces jours, ne sont pas encore tranchés, malgré la solidité de notre pouvoir en place. Pour ce qui est de la société civile, moi je vais parler ça de la société civile. La société civile, les associations ont été vraiment cassées par le pouvoir. Il n'existait pas des associations libres. Il existe des associations qui
qui plaident la cause du régime en place, mais des associations libres n'existent pas à Djibouti. Donc ils militent clandestinement. Et ces militants de la société civile sont emprisonnés. Et depuis le 22 février, là actuellement ils sont en prison. Et je ne vais pas vous pouvoir citer toute la liste, mais les membres des associations que nous connaissons et qui se battent clandestinement, les leaders des syndicats qui se battent clandestinement sont emprisonnés actuellement, ainsi que, et je vais citer ici les leaders, bien sûr, de formation politique qui sont emprisonnés. Et je crois qu'ici, le dernier qui nous a quittés ici et qui était en train de s'exprimer à chaque fois ici pour la cause de Djibouti, M. Baïr Ahmed Farah, est emprisonné actuellement à la sinistre prison de Gabon. Et c'est sa 5e emprisonnement, si je ne me trompe pas, sa 11e emprisonnement. 11 mois, durant le petit séjour qu'il a. Il est à Djibouti depuis février 2013, c'est ça. 13 janvier 2013. Merci. Donc, il y a des autres leaders, des grands leaders aussi, des oulémas de notre pays, les 3 chefs, Abdurrahman Bachir, Abdurrahman Barkhadour, Nir Medel. Le président du parti modèle, M. Sougé, le grand combattant M. Sougé, et d'autres, tous qui se sont rapprochés à ces gens-là, tous qui ont été amis à ces gens-là, tous qui ont eu des relations à ces gens-là, sont actuellement en prison à Djibouti. Soit dans des centres de tri, soit dans des centres de... Mais la prison à Djibouti n'emprisonne pas seulement à partir de février 2013, c'était au-delà. Il y a des prisonniers qui sont là depuis longtemps, comme M. Djebher, Ahmed Djebher, qui a été emprisonné des années, et d'autres militants du parti politique, des associations, de la société civile. Donc ces arrestations s'intensifient maintenant, plus les mouvements de la population s'intensifient et tous les vendredis, les arrestations aussi continuent. Et c'est maintenant tous les jours, sans cesse, sont arrêtés des jeunes, des étudiants, des mères de famille. Tout le monde est arrêté. On les garde quelques heures, on les garde quelques jours, et puis on les relâche. C'est tout cela pour intimider, pour casser les mouvements qui est actuellement à Djibouti est vraiment en marche. Après avoir cité, je voudrais dire qu'à Djibouti, il n'existait pas seulement les droits humains ou les droits de l'homme. Les droits à l'alimentation à Djibouti, la pauvreté. J'ai un rapport aussi de la PAM qui cite que la famine à Djibouti vraiment est alarmante et qui fait des appels à la communauté internationale. Cela s'ajoute à notre éducation qui, depuis quelques années, se dégrade et que vraiment les droits et l'éducation est bafoués. Pas plus tard qu'il y a un mois, lors des examens, beaucoup de jeunes se sont pu refuser de se présenter aux examens. C'est à ce stade que notre pays traverse. J'ajouterai à ça, à nos hôpitaux qui sont devenus des mouroirs, qui sont devenus vraiment des hôpitaux désertés par les médecins, par les infirmiers, tellement qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins, et tout ça. Et
quand on voit que le budget du ministère de la Santé à Djibouti est celui qui est le plus élevé avec celui de la défense et de l'éducation, je ne vois pas que seulement des médicaments auraient été... Je crois que c'est des choses que la population se soulève, qu'elle ne comprend pas. Et nous, la société civile, nous sommes en train d'organiser un dynamique pour faire sortir faire sortir la société civile d'être à la hauteur, de s'éveiller et de se restructurer et de combattre aux côtés des formations politiques. J'ajouterai à cela, avant de clore, qu'actuellement, les gouvernements en place, l'opposition a demandé en premier lieu à un dialogue pour trouver une solution à cette crise. Le gouvernement en a répondu, mais a répondu par des choses. Il en a répondu qu'il va tenir un agenda pour organiser le dialogue. Et de l'autre côté, il a répondu en intensifiant ses arrestations et de tous les leaders politiques qui devraient normalement être sur la table de la dialogue, tel que le porte-parole de l'USM, M. Daïr Ahmed Farah, qui est emprisonné, le président du modèle, M. Sugué, et les Valérie Olema de notre pays qui sont également en prison, à la sinistre prison des Gabon. Sur ceci, j'aimerais faire un hommage à mon ami qui était là avec David à la Maison d'Afrique, qui avait conclu lors de son intervention, avant de rentrer au pays, des textes intitulés Djibouti, un pays oublié, c'est M. Daïr Ahmed Farah. Quelle solution pour conclure? C'était sa conclusion avant de rentrer au pays. À Djibouti, nous venons de le pointer, l'état de droit de l'homme et des libertés démocratiques est peu réduisant. Les souffrances du peuple sont à la mesure de cette réalité. Cela contraste avec l'opulence du chef de l'État et de son entourage, mais aussi avec les silences des médias et des puissants de ce monde. Si une leçon à tirer de cette situation par les premiers intéressés, les Djiboutiens, c'est de compter d'abord sur eux-mêmes. Il est urgent pour les Djiboutiens de croire en leur capacité, et elle existe, à baiser sur les cours de la vie. Il est urgent pour eux de relever la tête comme il se doit et de mettre fin à leurs souffrances dans l'unité et la détermination. En plus de ça, je vais ajouter un appel à la société civile qui doit réveiller la flamme qui permettra au peuple djiboutien dans son ensemble de lutter pour la maîtrise de son devenir. En définitive, j'appelle à la solidarité, au soutien des démocrates français et européens pour aider le peuple djiboutien à se libérer de cette dictature et prendre en main son avenir. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, DAF était ici avant de rentrer, c'était en septembre. La conférence était en septembre. Et effectivement, depuis qu'il est rentré, on l'emprisonne, on le sort, on le remet dedans, on le sort, c'est devenu... c'est tout ça. En fait, ce qui est frappant, c'est tout le cas qu'on vient de faire, malgré la différence des situations qui vont jusqu'à l'extrême avec un génocide, c'est d'abord cette brutalité par rapport aux populations. On brutalise les gens. On brutalise les gens comme si la vie n'avait pas de valeur. Et on s'habitue à cette brutalisation de la vie et on finit même par l'expliquer.
on explique, on trouve toujours des explications. Et je pense que c'est ça, c'est sur cette base-là qu'on travaille. Refuser le silence, le débat pluriel et évidemment le dialogue. Parce que je pense que c'est quand il n'y a pas de dialogue qu'on finit dans la violence. Quand il n'y a pas de dialogue dans une société, un jour ou l'autre on finit dans la violence, on finit dans la guerre. Ce n'est pas que les gens aiment prendre des armes, c'est quand les gens prennent des armes, c'est qu'il y a un problème dans la société. Et c'est se voiler la face que de ne pas réaliser cette réalité-là, qu'il n'y a personne qui prend une arme par plaisir, et qu'il faut éviter cela, parce qu'au bout du compte, qui en souffre? Ce sont les victimes, ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont les plus vulnérables. C'est des tragédies humaines, parce qu'à force de ne pas ramener les choses à la dimension humaine, la souffrance humaine des gens, on finit par être loin de réalité. Loin de réalité. Et c'est pourquoi il faut effectivement continuer à tirer la sonnette d'alarme, à refuser certaines choses et à débattre pour voir comment on peut faire. C'est l'objectif de cette table ronde.